Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle série investisseurs agisseurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir son premier investissement immobilier. Donc cette vidéo, comme tu l'as compris, est à destination surtout des débutants, donc des personnes qui ne sont pas encore passées à l'action. Mais si tu es déjà passé à l'action et que tu n'es pas tout à fait familiarisé avec toutes les étapes ou que tu n'es pas encore en confiance, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle sera limite sous forme de formation parce qu'il y aura 17 étapes par lesquelles passer pour pouvoir acheter ton premier investissement immobilier. Donc reste bien jusqu'au bout. Si tu n'as jamais investi dans l'immobilier et que tu as envie d'investir dans l'immobilier, reste bien jusqu'au bout parce que ces 17 étapes sont vraiment cruciales et si tu en loupes une, eh ben, ça peut faire tout capoter ta première opération. Et l'objectif de la première opération, c'est vraiment qu'elle soit le mieux fait pour te donner confiance et aussi pour donner confiance au banquier pour qu'il puisse te reprêter et reprêter et reprêter. C'est vraiment, enfin, tout se passe dans le tout premier investissement immobilier. Donc comme je te disais, il y aura 17 étapes, donc l'objectif c'est que d'ici 6 mois tu puisses acheter ton premier investissement grâce à cette vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'elle te sera utile et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je compte aussi sur toi pour que tu passes massivement à l'action parce que les écouter c'est bien, mais les appliquer ce sera encore mieux. Donc ce que je te conseille, c'est pendant tout ton processus de ton tout premier investissement que n'hésite pas à revoir cette vidéo étape par étape et comme ça tu peux valider chaque étape par laquelle tu es passé. Donc la toute première étape à réaliser lorsque tu veux investir dans ton premier investissement immobilier, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as envie d'investir. Donc j'y reviens, enfin souvent j'en reparle, mais c'est vraiment essentiel parce que ça va te permettre de définir ta stratégie. En gros, si tu veux simplement te créer du patrimoine, eh ben, ta stratégie sera différente que si tu veux quitter rapidement ton job pour devenir libre, pour devenir un investisseur libre. Et voilà, ce sera deux stratégies différentes. Donc c'est pour ça que c'est très bien et très puissant d'analyser son pourquoi, du moins au tout début, pour savoir pourquoi tu veux le faire. Si tu veux créer du patrimoine, bah, du coup tu t'orienteras plus vers du meublé passif, du meublé que tu vas poser, ça ne te demande pas trop d'efforts. Par contre, à l'inverse, c'est pas très rentable. À l'inverse, si tu as envie de quitter ton job rapidement, bah, là tu partiras sur des stratégies qui sont plus rentable, comme la vidéo que j'ai fait il y a une semaine, donc la semaine dernière, où tu expliquais les 7 stratégies les plus rentables pour 2018. Donc voilà, si à l'inverse tu as envie de devenir libre, bah, tu devras utiliser ces stratégies qui te demanderont un petit peu plus d'efforts au moins au début, mais qui payeront beaucoup plus. Donc après voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître son pourquoi, parce que si ton pourquoi, ton pourquoi est à chaque fois différent et du coup ça définira à chaque fois ta stratégie. Deuxième étape, ça va être de stabiliser ta situation professionnelle. Donc si tu n'as pas de CDI, trouve un CDI. Si tu es en période d'essai, continue à bien bosser pour ne plus être en période d'essai et finir ton CDI. Je ne dis pas que le CDI c'est obligatoire pour avoir un financement, je dis juste que c'est plus facile avec un CDI d'avoir un financement. Après, j'ai beaucoup de participants de mes programmes qui peuvent se faire financer en tant qu'intermittent du spectacle, en tant qu'intérimaire par exemple, parce qu'il y a d'autres stratégies à mettre en place, mais c'est un tout petit peu plus complexe. Et le fait d'avoir un CDI investisseur, ça te permettra de pouvoir bénéficier d'un crédit plus facilement. Il faut partir du principe que c'est la banque qui va prendre les risques et qui veut minimiser les risques. Donc plus tu as une situation stable entre guillemets avec ton CDI, plus tu te feras financer rapidement. Et si c'est déjà fait, si tu as déjà ton CDI, on peut passer tout de suite à l'étape suivante, ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Donc la troisième étape, ça va être d'assainir tes finances, de te désendetter et de mettre de côté. Donc quand tu vas aller voir le banquier pour démarcher, pour potentiellement avoir un prêt immobilier, ce qu'il va regarder, c'est est-ce que tu sais gérer ton argent? Est-ce que tu as des mauvais crédits? Donc des mauvais crédits, c'est par exemple une voiture, c'est par exemple une télévision, un téléphone ou autre, c'est des crédits où tu n'achètes pas de l'actif, tu achètes du passif tout simplement. Donc est-ce que tu as ça ou pas? Et est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté? Donc voilà, est-ce que tous les mois tu arrives à mettre de l'argent de côté en cas d'imprévu? Ça c'est aussi très important vis-à-vis de la banque. Et est-ce que tu sais gérer ton argent? C'est-à-dire est-ce que tu es dans le rouge à la fin du mois ou tu arrives tout le temps à être dans le vert, même si tu es à quelques dizaines d'euros à la fin du mois, c'est largement suffisant. Mais voilà, si tu arrives à mettre de l'argent de côté, que tu es un minimum, que tu es toujours dans le vert à la fin du mois et en plus que tu n'as pas de crédit, là tu seras potentiellement, ce sera beaucoup plus facile de te faire financer que si tu n'es pas dans toutes ces conditions. L'objectif c'est vraiment que tu te dises que la banque doit prendre le minimum de risques et que tu dois lui montrer que tu sais gérer ton argent. Et c'est ça qui est essentiel. C'est elle, ce qu'elle veut, c'est simplement voir que tu sais gérer ton argent. Et une fois qu'elle le verra, une fois que tu pourras lui démontrer par ça, du coup, elle pourra te financer beaucoup plus facilement.
Quatrième étape, ce que je te conseille, c'est une fois que tu commences à gérer tout ça, tu as un compte attitré pour tes investissements immobiliers où tu fais un virement récurrent tous les mois, par exemple 50, 100, 200, 300 euros tous les mois. Une fois que tu as commencé à stabiliser ta situation financière, moi ce que je te conseille, c'est d'aller voir ta banque pour définir un budget. Ce budget, ça te permettra d'analyser en fonction après de ce budget, combien est-ce que tu peux investir et du coup après sur quoi est-ce que tu peux investir. Mais ça, c'est vraiment essentiel d'avoir une bonne tenue de compte. Une fois que tu auras la bonne tenue de compte, tu vas voir ton banquier il te donnera combien est-ce que tu peux investir. Parce que si par exemple tu peux investir, je sais pas, que 150 000 mais que tu n'es pas allé voir la banque et que toi tu veux te positionner sur des biens à 250 000, au bout d'un moment tu seras bloqué, donc tu auras perdu beaucoup de temps simplement parce que tu n'es pas allé voir la banque et simplement parce que tu n'as pas demandé ta capacité d'emprunt. Donc ça va te prendre peut-être 1 heure ou 2 d'aller prendre un rendez-vous à la banque, mais au moins tu seras vraiment précis et ça t'évitera de perdre du temps. Donc ça c'est très important et c'était la quatrième étape, prendre rendez-vous à la banque pour étudier ta capacité d'emprunt. Donc quand je dis à la banque, ça peut aussi être un courtier, ça peut être ton banquier ou autre. Donc ça, tu as plusieurs choix, c'est vraiment en fonction de toi. Mais si tu débutes, je te conseille d'aller voir simplement ta banque, qu'elle te fasse au moins une proposition, des calculs assez standards et après ce sera une fois que tu voudras chercher ton financement que tu pourras les mettre en concurrence, que tu pourras aller voir un courtier, ce sera beaucoup plus facile. Cinquième étape, ça va être d'analyser ton marché immobilier en fonction du budget que le banquier t'aura déterminé. Et ça, c'est intéressant parce qu'une fois que tu as ton budget, tu peux analyser ce que tu peux acheter en fonction de ton marché immobilier local. Par exemple, sur Lyon, si tu as 120 000 euros, tu pourras acheter qu'un studio. Alors que si tu es dans une grande ville, à 120 000 euros, tu pourras acheter potentiellement un 100 mètres carrés. Il y a des villes à 1 000 euros le mètre carré, même moins. Et du coup, tu peux acheter des plus grandes surfaces. Et du coup, pour ça, ça va être très simple. Simplement, tu vas aller sur Le Bon Coin, Se Loger ou tous les sites d'annonces si tu n'as jamais fait de recherche immobilière et tu vas rentrer ton budget maximum, donc le budget que le banquier t'a donné, et comme ça tu peux voir tout ce qui sort comme bien et tout ce qui sera à la vente à peu près dans ton budget. Donc voilà, pour en revenir à mon exemple de 100 000, 120 000 euros sur Lyon, du coup si tu mets 120 000 euros max, tu auras uniquement des studios. Et ça va permettre de valider la sixième étape qui est de trouver le bien qui correspond à ta stratégie, à ton budget et aussi à ta clientèle. Donc une fois que tu as ton budget, que tu as ton marché et que tu as ta stratégie, du coup tu mets tout ça en relation et tu analyses si c'est possible ou pas. Si par exemple tu avais l'envie de faire une colocation sur Lyon avec 120 000 euros, quand tu as confronté ton budget de 120 000 euros avec le marché immobilier, là tu es en train de voir que c'est pas possible de faire ça et du coup tu seras obligé de te réorienter, de réaffiner ta stratégie parce que du coup tu pourras plus faire une colocation étant donné que le ticket d'entrée est plus élevé. Sur Lyon, en moyenne, tout compris, tu tourneras à 4 000 euros du mètre carré. Donc si tu as 120 000 euros, ça va être assez compliqué de trouver une colocation. Donc c'est là où tu devras du coup switcher de stratégie et pourquoi pas partir sur un studio en location courte durée qui génère autant de cash. Tant que c'est bien fait, ça générera autant de cash, voire même plus qu'une bonne colocation qui est très rentable. Donc voilà, une fois que tu as tout ça, tu mets en relation tout ça et tu analyses si c'est bon ou pas. Et si c'est compatible, c'est bon, tu peux passer à l'étape suivante. Donc par exemple, je sais pas, si tu as 120 000 euros dans une petite ville et que tu veux faire de la colocation et que dans cette ville tu as 1 000 euros du mètre, là tu peux facilement trouver une bonne colocation et du coup tu pourras facilement continuer après, tu n'auras pas besoin de remettre tout en cause. Mais voilà, comme ça te permet vraiment de faire un point global déjà sur une situation pour voir si ça correspond ou pas avec ta situation. Septième étape, selon moi, ça va être la formation. Donc les formations, c'est la base pour vraiment ne pas perdre de l'argent, pour économiser de l'argent dans l'immobilier et voire même pour en gagner encore plus. Sans formation, tu vas sûrement faire des petites erreurs, voire même des grosses erreurs. Et une petite erreur dans l'immobilier, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Parce que sur Lyon, comme je te disais, un studio, c'est 120 000 euros. Si tu fais des erreurs de processus, si tu négocies pas bien, si tu fais plein de choses, même si tu perds 5%, ça fait toujours 5 000 euros, voire 6 000 euros de perdu. Donc c'est là où du coup, la formation, l'information, ça peut être essentiel pour réussir dans l'immobilier. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour commencer? J'ai commencé par des livres, tout simplement, à lire des livres sur l'immobilier. Tu as l'immobilier pour les nuls, par exemple, qui est très bien. Mais après, ça, c'est que des connaissances, on va dire, théoriques. C'est pas des personnes, forcément, ceux qui ont écrit ces livres, qui ont investi massivement dans l'immobilier, qui ont eu des résultats. Donc après, pour passer à l'étape supérieure et pour avoir encore de meilleures informations, de meilleures stratégies et surtout qui sont au goût du jour, parce que souvent, les informations qu'on a, ça évolue. Par exemple, tu prends l'immobilier pour les nuls, s'ils n'ont pas fait la nouvelle modification, les frais de notaire sont toujours à 7% alors qu'ils sont montés à 7,7. Donc voilà, c'est toujours des petits points qui te permettent, le fait d'avoir une formation bien faite, c'est d'être au goût du jour et d'avoir toutes les clés et toutes les stratégies qui marchent actuellement.
Du coup, la deuxième chose que je te conseille, c'est vraiment de faire des formations plus avancées, plus poussées. N'hésite pas à investir. Pour moi, je ne sais pas payer une formation, c'est investir dans une formation. Parce que si tu investis dans une formation à 500 €, mais qu'elle te fait économiser des dizaines de milliers d'euros, voire qu'elle te fait gagner des milliers d'euros tous les mois de loyer, de revenus, d'optimisation, de bénéfices, et ben ça vaut carrément le coup. Moi, à l'époque, je m'étais dit, ok, je vais payer une formation 1000 € parce que je suis convaincu qu'elle va me faire gagner beaucoup plus. Et c'est sûr, elle m'avait fait gagner beaucoup plus. Toutes les formations que j'ai faites, la plupart, on va dire, après il faut bien sélectionner avec qui tu as une affinité, qui te semble le plus crédible, et bah du coup normalement tu vas recevoir énormément d'informations et ça te permettra d'être beaucoup plus efficace et surtout de ne pas perdre de l'argent. Et mon petit conseil pour ces formations, je te conseille de prendre des formations qui ont un groupe Facebook, parce que les groupes Facebook, ça te permettra de rentrer dans une communauté de personnes qui sont motivées, qui ont déjà investi sur elles-mêmes, et ça te permettra vraiment de passer à la vitesse supérieure, parce que dès que tu as des questions, tu pourras poser toutes tes questions. Dès que tu as dès que tu as une problématique, dès que tu as une victoire aussi, tu pourras te fêter ça. Dès que tu as des doutes, tu pourras te faire remonter le moral. Donc c'est vraiment intéressant d'allier le programme avec toutes les connaissances et tout l'aspect mindset, état d'esprit avec la communauté Facebook. Un peu ce que je propose dans Investisseur Libre. J'ai essayé de placer le petit produit rapidement, mais voilà, en gros c'est ce que je te recommande, c'est vraiment de trouver un programme qui est adapté à toi, qui te parle, la personne qui anime ce programme te parle, et en plus le mieux c'est qu'il y ait une communauté, comme ça te permettra d'échanger vraiment et d'avoir vraiment des bonnes informations à ça, et ça te permettra de rester motivé. 8e étape, ça va être de faire de nombreuses visites. Donc voilà, tu as fait tout ça en amont, tu as tout validé, tu commences à bien te former. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu appelles les agents immobiliers, même si ce n'est pas les offres du siècle. Ça te permet d'analyser un petit peu le processus d'une visite, comment ça se passe. Je me souviens au tout début, j'avais limite peur d'appeler l'agent immobilier parce que j'étais jeune, j'avais 20 ans quand j'ai commencé mes visites, et je me suis dit mais je suis pas crédible, il va me foutre des vents et tout. Mais au final non, parce que plus tu vas faire des visites, plus tu vas te sentir à l'aise, et plus tu vas te sentir à l'aise, plus tu seras sérieux. Et plus tu seras sérieux, plus tu pourras mener une négociation assez facilement. Donc même si c'est pas forcément des bonnes affaires que tu vois sur internet, je te conseille d'appeler. Ça te permettra de te faire les dents, de faire beaucoup de visites, de voir comment ça se passe. Et au bout d'un moment, tu vas vraiment peaufiner ton discours un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut demander, comment est-ce que tu peux amener une négociation, quelles sont les questions à poser. Donc tout ça c'est très important. En même temps, ça te permettra de sentir le jour où tu trouveras une bonne affaire, parce que tu vas avoir tellement d'appartements à différents prix, différentes prestations, que ce soit rénové ou pas, que le jour où tu verras une bonne affaire, là tu le sentiras, et là ce sera intéressant. Et en plus, ça te permettra aussi de te faire du réseau, et c'est vraiment essentiel, et ça fera partie de la prochaine étape. C'est le fait de faire de nombreuses visites. Tu vas rencontrer de nombreuses personnes, et si un agent immobilier te propose un bien d'une certaine typologie dans un secteur, potentiellement il y en a sûrement d'autres où il a des bonnes informations. Donc c'est là où ça peut être intéressant de faire de nombreuses visites, c'est que ça te permettra aussi de te faire de nombreuses rencontres et d'avoir des personnes vraiment intéressées. Donc la 9e étape, comme je te le disais précédemment, c'est de créer et entretenir son réseau. Donc pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est faire des visites, aller à la rencontre de professionnels de l'immobilier. Et quand je parle de professionnels de l'immobilier, il y a agents immobiliers, chasseurs immobiliers, notaires, banquiers, entrepreneurs, architectes. Tout ça, il faut vraiment que tu te crées ta Dream Team, ton équipe de choc, ton équipe qui te permettra de gagner de l'argent. Parce que dans l'immobilier, c'est vraiment l'équipe qui te permettra de gagner de l'argent. Si tu as un bon entrepreneur au bon prix, si tu as un bon agent immobilier qui te donne des bonnes affaires, si tu as un notaire qui fait vraiment attention à ta situation, si tu as un banquier qui te fait économiser beaucoup d'argent parce qu'il te fait un montage bancaire qui est très intéressant, c'est là où tes investissements seront encore plus rentables. C'est toutes ces petites économies, toutes ces petites optimisations que tu pourras faire et qui te permettront vraiment de gagner de l'argent immédiatement et sereinement. Donc je te conseille très fortement de l'entretenir. Donc après c'est simple, tu vas à la rencontre des agents immobiliers, tu les relances de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ouais, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Est-ce que vous avez des choses qui sont sorties? N'hésite pas à aller les voir. Pareil, les entrepreneurs du bâtiment, c'est bien d'aller les rencontrer. Par contre, toute ton équipe, moi ce que je te conseille dans la mesure du possible, c'est que ça te soit recommandé par bouche à oreille. Donc que ça soit une personne qui ait déjà travaillé avec cette personne, et comme ça te permet du coup de savoir s'il est qualitatif ou pas, s'il fait du bon travail ou pas. Si par exemple tu es passé par un entrepreneur qu'on t'a recommandé, cet entrepreneur, n'hésite pas à lui demander est-ce que je peux visiter vos chantiers, ça me permettra d'y voir un peu plus clair sur ce que vous faites et quelles sont votre façon de faire, votre façon de travailler. Donc c'est là où c'est intéressant, essaye d'avoir dans la mesure du possible du bouche à oreille, des personnes qui ont déjà eu des résultats, et en plus de visiter, de voir un peu toutes les prestations que ces personnes ont fait. 10e étape, ça va être de sauter le pas, de faire des offres. Donc tu vas visiter énormément d'appartements, tu vas faire de bonnes choses, mais si tu ne fais pas d'offres, jamais tu pourras passer à l'étape suivante. Donc l'objectif, c'est de faire beaucoup d'offres,
Pourquoi je te dis beaucoup d'offres? C'est par exemple si tu vois des appartements qui sont pas forcément une bonne affaire sur internet, tu les visites, tu as un bon feeling avec l'agent immobilier, et ben tu proposes une offre plus basse et qui correspondrait à une bonne affaire. Si tu fais ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, potentiellement il suffit d'une fois pour que ça soit une très bonne affaire. Et qu'un vendeur te dise oui parce que du coup il est pressé, parce qu'il a ses raisons. Donc le fait de faire beaucoup d'offres, ça va t'entraîner à entamer les négociations, parce que lorsque tu vas faire une offre, tu devras un peu ouvrir la négociation. Donc ça va t'entraîner à ça. En plus ça va te permettre de potentiellement faire une bonne affaire. Si tu trouves pas forcément de très bonne affaire, crée-la toi en faisant une offre plus basse, plusieurs offres plus basses. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas prendre l'habitude, plus tu sauras amener la chose et plus tu seras meilleur dans ta négociation. Mais voilà, faire une offre, c'est la base si tu veux passer à l'étape suivante, parce que si tu fais pas d'offre, tu vas jamais te positionner, tu pourras jamais investir dans l'immobilier. Et si tu sais pas comment faire des offres ou si tu n'as pas d'offre déjà préécrite, j'ai fait une vidéo que je te mets dans la description qui te permettra d'expliquer comment faire une offre, quelles sont les choses à penser, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire très intéressantes. Donc quelles sont les choses à penser, et je te donnerai aussi un modèle d'offre à télécharger. Donc je te mets dans la description, ici ou là ou en dessous, n'importe où. Dans la description, tu auras un lien qui te redirigera vers la vidéo qui t'explique comment faire une offre immobilière et comment être sûr du coup de ne pas te faire avoir et de pas que le bien ne te passe pas sous le nez. Même si c'est une très bonne affaire, tu n'es pas obligé de négocier, il faut que tu te positionnes immédiatement. Mais là, c'est bien de savoir comment faire pour se positionner rapidement. Donc c'est pour ça que je te conseille de regarder cette vidéo que je te mettrai en description. 11e étape, ça va être, une fois que tu as fait des offres, tu en as sûrement une qui sera acceptée, donc tu vas signer un compromis. Donc la 11e étape, c'est de signer son compromis parce que une offre a été acceptée. Et là, c'est déjà très bien parce que tu as fait une bonne partie du travail, tu as une offre à acheter et tu pourras aller plus loin. C'est pas gagné parce qu'après tu dois trouver le financement, tu dois gérer les travaux, tu dois faire pas mal de choses, mais déjà c'est un très bon début. Donc là tu devras passer par la case notaire pour signer un compromis, et c'est ce qui engagera le vendeur de vendre et toi en tant qu'acquéreur pour acheter l'appartement. Il faut savoir que le vendeur est beaucoup plus engagé que l'acquéreur. L'acquéreur a plus de facilité de sortir de la vente, alors que le vendeur, logiquement, il n'a aucune possibilité de sortir de la vente, sauf si tu ne respectes pas toutes les conditions qui ont été réalisées, qui ont été écrites dans le compromis. Mais si tout se passe bien, ça veut dire que si tu as le financement, tout ça, le vendeur sera obligé de vendre et du coup, tu seras propriétaire. Mais ça, c'est très important. Et je te conseille aussi de faire attention au séquestre. Le séquestre, pareil, j'ai fait une vidéo. Si tu veux, je te mettrai toutes les vidéos dans la description. Comme ça, tu pourras checker toutes les vidéos si tu es nouveau et si tu sais pas trop un peu tout ce que c'est ce vocabulaire. Mais il faudra faire attention au séquestre. Ça, tu peux le négocier. C'est une somme que tu vas mettre en garantie. Comme quoi, là, tu prouves ta bonne foi et tu as vraiment envie d'acheter cet appartement. Ça équivaut à peu près à 5% à défaut du prix d'achat. Mais tu peux le négocier à 0 ou à quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros si c'est un bien qui est très cher. Et ça, c'est essentiel. Pareil, je te mettrai la vidéo dans la description, mais fais bien attention à ça parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment, qui peut peser lourd dans la balance, parce que si tu dois sortir 10 000 euros de séquestre et que tu les as pas prévus, ça peut faire très mal. Et ça, je te parle en connaissance de cause. Ensuite, je te conseille de bien vérifier les conditions suspensives, elles soient toutes bien mises. Si tu as mis des conditions suspensives d'obtention de prêt, qu'elles soient bien faites, qu'il y ait le bon montant, qu'il y ait la bonne durée. Pour ça, je te conseille de toujours te faire représenter d'un notaire qui est différent du notaire vendeur. Parce que moi, je pars du principe que le notaire défend les intérêts de son client. Et si si c'est le notaire vendeur, il aura un peu plus d'affinité, on va dire, avec le vendeur, et du coup il sera plus en faveur du vendeur. J'ai déjà eu des cas des participants de mon programme qui n'avaient pas suivi ce conseil et qui ont failli se faire avoir sur Lyon, notamment à cause des hospices civils de Lyon. Donc sur Lyon, il y a des terrains qui sont pas aux propriétaires qui achètent l'appartement, c'est aux hospices civils qui louent le terrain. Et du coup, les participants de mon programme voulaient quand même se positionner et voulaient pas prendre leur notaire. Le notaire vendeur a essayé de leur dire c'est rien, il n'y a pas de problème. Et au final, ils se sont rendus compte que les hospices civils, ça a quand même un risque. Et voilà, le fait qu'ils n'avaient pas leur propre notaire, ça a failli les faire partir dans une mauvaise situation. Donc voilà, petit conseil aussi, c'est prends toujours ton notaire qu'on t'a recommandé ou que tu as trouvé. N'hésite pas à leur téléphoner, voir si le feeling passe bien. C'est comme tout. Après, moi, je joue surtout sur le feeling concernant la Dream Team, mais voilà, c'est une chose qu'il faut vraiment faire attention. 12e étape, donc là tu as signé le compromis, tu es passé devant le notaire, tout s'est bien passé, tu as le délai de 10 jours de rétractation qui est passé, et maintenant tu devras partir à la chasse du financement. Et du coup ça c'est vraiment une étape la plus, selon moi, déterminante, parce que c'est vraiment sur ça que tout va se jouer. Si ça passe, tu l'as, si ça passe pas, tu l'as pas. Et du coup voilà, c'est vraiment l'étape la plus déterminante du processus. Et là, grosso modo, tu as 3 possibilités qui s'offrent à toi. C'est soit tu vas voir directement ta banque, donc ton banquier, ça se passe super bien, tu as la flemme de faire les changements de compte, d'aller voir d'autres banques. Pourquoi pas, s'il te fait une proposition, s'il te finance, si la proposition semble correcte, tu peux t'arrêter là.
pourquoi pas. Après, il y en a qui le font, ils vont pas chercher mieux ailleurs parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher mieux ailleurs. Après, tu peux aller partir à la quête de nouvelles banques. Donc, tu vas démarcher beaucoup de banques pour voir si ils peuvent pas te trouver un meilleur financement, si il n'y a pas de meilleures conditions, ou voilà. Après, peut-être même sur le long terme, si c'est plus une banque type investisseur et du coup qui ont plus cet état d'esprit d'investir, réinvestir, bah, ça peut être aussi stratégique de partir directement dans une banque comme ça, parce que tu sais que ton deuxième, troisième, quatrième investissement, ce sera plus facile avec ce type de banque. Ou sinon, tu peux très bien aller voir les courtiers. Donc c'est comme tout, c'est comme les banquiers. Des fois, tu as des très bons, des fois, tu as des moins bons. Et du coup, voilà, c'est vraiment, il faut que tu aies un bon feeling, que ça te soit recommandé. J'ai eu des participants qui me disaient, bah ouais, les courtiers, il y en a, ça se passe très bien. J'en ai eu d'autres, non, les courtiers, plus jamais. Donc voilà. Après, fais attention. Moi, personnellement, je préfère passer par des courtiers qui ne sont pas des grosses enseignes nationales parce qu'ils sont rémunérés pareil, ils n'ont pas les mêmes délégations. Enfin, c'est pas pareil et je trouve qu'ils font du meilleur taf. C'est un avis personnel et c'est juste de par mon expérience, mais après, je peux me tromper. Il y a des personnes dans les très grosses enseignes qui peuvent bosser très bien. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai plus d'affinité avec ça. Donc voilà, après pense bien à optimiser ton financement. Donc avoir un financement c'est bien, avoir un financement optimisé c'est encore mieux. Pour ça, pareil, je te mets dans la description 7 points que tu pourras négocier. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, 7 points bancaires que tu pourras négocier. Et voilà, je te mets dans la description parce que l'optimisation d'un financement c'est essentiel aussi selon moi, parce que c'est ce qui te permettra de faire un maximum d'économies dans le financement. C'est là où tout se passe. Et aussi en parallèle de la recherche de ton financement, je te conseille de faire intervenir rapidement des artisans si tu as des travaux pour qu'ils puissent chiffrer du coup rapidement ces travaux, qu'ils puissent te faire un devis, et ce devis te servira comme budget travaux pour trouver le financement. Parce que si tu vas demander un financement simplement pour le prix d'achat de l'appartement et les frais de notaire par exemple, et que tu n'as pas fait de devis pour justifier les travaux, et du coup tu devras les sortir de tes poches ou trouver autre chose. Donc voilà, je te conseille en parallèle de tout ça, fais un maximum, surtout pendant les délais de rétractation de 10 jours, fais intervenir pas mal d'artisans, sélectionne des bons devis et propose-le à la banque. Je te conseille toujours de faire une enveloppe assez haute du devis pour toujours avoir une petite marge de sécurité pour pas que tu sois ric-rac à la fin du chantier des travaux et que tu sois obligé de sortir de l'argent de ta poche. Donc fais ça aussi, ça t'évitera de perdre du temps. Si tu as tout de suite le devis, ça te permettra d'être beaucoup plus réactif au niveau de la banque et que la banque soit aussi beaucoup plus réactive. 13e étape, ça va être de signer l'acte final. Donc là, tu as eu ton financement, félicitations, maintenant il faut acter tout ça, il faut que tu deviennes propriétaire, donc tu vas retourner une deuxième fois chez le notaire pour signer l'acte final, la réitération, et c'est ce qui te permettra d'être propriétaire. Là, tu devras rapporter ton chéquier parce que tu devras payer au prorata les charges qui ont déjà été appelées, que le propriétaire vendeur a déjà payé et avancé de sa poche, et tu devras payer la taxe foncière au prorata. Donc par exemple, si tu es au 1er juin, par exemple, tu devras payer les 6 prochains mois qui restent avant la fin de l'année parce que c'est d'une année sur l'autre que c'est appelé, et du coup, voilà, le propriétaire l'a appelé. Et du coup, voilà, il faudra que tu prévois ça. Et si tu fais un financement à 110% et que tu as mis un séquestre, ce que je te conseille absolument de faire, c'est de bien dire au notaire que le financement est à 110% et que tu souhaites récupérer ton séquestre. Parce qu'à défaut, le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le séquestre et il va appeler la différence à la banque. Donc admettons que tu veuilles acheter un appartement à 100 000 €, que tu as mis 5 000 € de séquestre, mais que tu voulais tout faire financer par crédit. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le notaire, il va prendre les 5 000 € et il va déduire des 100 000 € qu'il devait appeler. Donc il va appeler peut-être que 95 000 € à la banque, et il va te rester à la banque 5 000 € qui correspondaient à ton séquestre. Donc le fait de le demander tout de suite, il va te le revirer, il va appeler la totalité à la banque, et ça t'évitera de faire d'autres démarches à la banque pour essayer de les récupérer, ce qui peut être compliqué. Donc voilà, fais attention à ça le jour de l'acte final, simplement pensez à ça. Et aussi le jour avant de signer l'acte final, pense à faire une visite des lieux de l'appartement pour voir s'il n'y a pas eu de dégradation entre temps, si tout correspond bien à ce qui a été indiqué. Par exemple, s'il y avait des meubles que tu voulais garder dans l'appartement, fais une visite la veille au soir par exemple de la signature de l'acte final pour voir que les meubles sont bien en place, pour voir qu'il n'y a pas des trous de partout, pour voir que l'appartement est quand même correct. Parce que des fois ça arrive, il y a des mauvaises surprises et des fois des personnes ne respectent pas ce qui était prévu dans le règlement de copro. Donc voilà, dans le compromis. Donc voilà, fais attention à ça aussi, visite la veille. 14e étape, il va falloir que tu commences les travaux. Donc on touche bientôt le bout de la première opération, mais là tu devras commencer les travaux. Donc si tu as eu les clés,
maintenant les travaux du coup ils pourront débuter. Le jour où tu as eu les clés, tu peux dans la journée commencer les travaux. Fais bien attention à ce que le bien soit assuré aussi, parce que si pendant les travaux il y a des problèmes, c'est toujours bien que ça soit assuré. Normalement tu dois être assuré le jour où tu signeras l'acte final, mais c'est toujours intéressant. Et moi ce que je te conseille, mon petit conseil pour bien débuter les travaux et pas perdre du temps, parce que voilà, si tu préviens l'artisan, enfin le maître d'œuvre par exemple, le jour même que tu as eu les clés, lui le temps de faire concorder tous ses calendriers, tu peux perdre potentiellement une semaine. Et c'est là où ça peut être problématique, parce que du coup tu perds une semaine et c'est une semaine que tu l'auras pas. Donc moi ce que je te conseille, si tu as trouvé ton artisan qui t'a fait des bons devis, que tu souhaites le prendre, tiens-le toujours au courant, et dès que tu as une date de signature finale, tu l'appelles une semaine, 2 semaines avant en lui disant voilà, je signe tel jour, et on peut commencer directement le lendemain ou le lundi qui suit par exemple les travaux pour être vraiment pour être le plus réactif possible. Et lui comme ça il pourra bloquer dans son calendrier ses rendez-vous, en sachant que la démolition, pourquoi pas, commencera dès le lundi qui suit la signature de ton acte final, et c'est ce qui te permettra d'être beaucoup plus réactif dans le début de tes travaux. 15e étape, donc là on va parler de gestion des travaux. Donc là tes travaux se sont bien débutés, tu as trouvé tout ce qu'il fallait. Maintenant il va falloir gérer tes travaux. Donc pour ça il y a plusieurs façons. C'est soit tu vas le gérer en direct, et du coup si tu débutes, si tu n'as jamais fait d'investissement, si tu connais pas trop le bâtiment, je te recommande pas forcément, parce que voilà, si tu gères l'électricien de son côté, le plombier, le plaquiste, tout ça, ça va être une galère monumentale, et franchement tu vas t'y perdre. Au début j'ai voulu gérer moi-même les travaux et c'est vrai que c'est ultra galère. Maintenant je passe par un maître d'œuvre qui lui gère tous les travaux. Et du coup voilà, mon conseil c'est vraiment de passer par une personne qui gère les travaux. Donc tu as soit les maîtres d'œuvre, ou le maître d'œuvre lui il s'occupe, il sous-traite tous les corps d'état. Donc par exemple il sous-traite un électricien ou autre, mais c'est lui qui gère tous les calendriers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va dire en avance l'électricien tu viens tel jour parce que le plaquiste il a monté son placo. Enfin bref, il fait tout ça, et c'est lui qui fait toute la logistique entre tous les différents corps d'état, tous les différents domaines tous les différents métiers qu'il peut y avoir et tous les différents intervenants. Et ça c'est essentiel, surtout au début, parce que ça t'évitera de perdre du temps, de perdre aussi de l'argent, parce que si lui il optimise bien les coûts, ça ne te coûtera pas forcément plus cher. Alors que toi, si tu as fait chiffrer des choses qui n'était pas forcément bonne parce que tu n'avais pas l'avis d'un expert, ça pourra te coûter encore un peu plus cher. Après tu as l'architecte, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça fait des prestations supplémentaires, comme par exemple les plans. Elle peut optimiser bien les plans comme il faut, elle peut s'occuper de la déco, elle peut s'occuper de la liste de l'ameublement par exemple. Et voilà, le fait de passer par une architecte, en plus de tout ça, elle gérera aussi tous les artisans, tous les corps de métier, et ça pourra tourner tranquillement, et au moins tu seras serein, du moins pour ton premier investissement. Après si tu aimes bien, pourquoi pas le faire pour le deuxième, troisième, mais je te conseille pour le premier investissement de vraiment faire intervenir un pro, parce que ça va être essentiel. Et si par exemple il y a un petit problème, le fait de passer par ces personnes, c'est elles qui devront gérer ce problème, ce sera pas toi. Et ça c'est intéressant, parce que toi tu seras vraiment tranquille. En parallèle de ça, je te conseille de passer assez régulièrement sur le chantier pour voir le bon avancement, et aussi pour montrer acte de présence, parce que si tu bosses pour la première fois avec des personnes, tu sais pas comment elles bossent, donc c'est toujours bien d'y aller. Et même elles, si elles se disent le client il est pas là, il est pas chiant, on le voit jamais, tu te laisseras un peu plus aller, on va dire, ce sera un peu moins sérieux. Et du coup c'est pour ça que je te conseille fortement que tu passes assez souvent. Ça leur mettra une petite pression, et au moins ils se diront ah ouais il est là, donc il faut pas qu'on fasse le con. Donc c'est bien d'être tout le temps sur place, ça permettra de garder un œil dessus pour toi, pour que tu sois serein, et aussi pour montrer aux artisans que tu es là, et que tu veux pas te faire avoir. 16e étape, donc une fois que tu as fini les travaux, toute la gestion des travaux, va falloir commencer à l'exploiter. Du coup pour gagner de l'argent, c'est normal, il faut soit l'exploiter, soit le revendre en fonction de la stratégie que tu auras étudiée précédemment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir son pourquoi et sa stratégie, parce que du coup ça te permettra de savoir si tu l'exploites ensuite en colocation, en location courte durée, en bail commercial ou autre, n'importe quoi, mais ça te permettra de savoir comment est-ce que tu vas l'exploiter, ou est-ce que tu vas le revendre. Donc là, ce que je te conseille, c'est, si tu souhaites le revendre, de passer aussi par un agent immobilier que tu vas faire signer un mandat semi-exclusif. Le semi-exclusif, ça veut dire que ce sera le seul professionnel qui aura la vente. Mais par contre que toi tu te laisses la possibilité de le vendre par toi-même. Et l'avantage de ça, c'est que tu seras autant présent sur les sites de particulier à particulier de petites annonces, que des sites de petites annonces professionnelles comme Se Loger, Trovitimo, où là en tant que particulier tu peux pas. Quoique Se Loger c'est en train de changer, mais bref, ça va augmenter, on va dire, ta surface. Et en plus l'avantage de passer par un pro du secteur même, c'est qu'il a potentiellement une liste de clients, il a une liste de personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par ce que tu es en train de vendre. Donc ça peut t'augmenter la facilité et la rapidité de vente de ton bien immobilier. Donc ça c'est essentiel. Et si tu souhaites l'exploiter par exemple en colocation, mais que tu n'as jamais, que tu sais pas ce que c'est un bail, que tu n'as jamais fait ça,
Je te conseille au moins au début de passer par une agence immobilière qui va te gérer l'exploitation, au moins pour lancer tout ça, pour que tu puisses voir un peu comment ça se passe, quel type de bail signer pour des colocations. Après, il faut vraiment que cette agence, si tu fais une colocation par exemple, soit spécialisée dans les colocations parce que c'est vraiment différent qu'un meublé classique. Tu as des baux qui sont différents, au sein même d'une colocation, tu peux signer 2 types de bail avec des clauses que tu peux avoir ou pas. Enfin voilà, fais-toi vraiment accompagné à chaque fois de pros qui savent de quoi ils parlent. Tu vas pas prendre une agence qui fait que du nu et tu vas lui demander de la colocation parce qu'il y aura plein de choses, ce sera pas forcément optimisé, pas forcément dans ton avantage. Donc fais-toi accompagner à chaque fois, c'est mieux, je préfère gagner un tout petit peu moins, mais être serein que ça soit bien fait et au moins je suis sûr d'être payé quoi. Parce que si tu fais les choses mal, potentiellement tu peux ne pas te faire payer. Il vaut mieux gagner un petit peu moins que rien gagner du tout, c'est normal. 17e étape, donc là on arrive à la dernière étape, ça va être d'optimiser sa fiscalité. Personnellement, pour toutes mes locations, je passe toujours par un expert comptable. Donc certaines personnes me disent ouais mais tu payes 500 €, 1000 €, 1500 € l'expert comptable tous les ans, moi je préfère l'économiser et ne pas les payer. Oui, sauf que l'expert comptable, parce qu'il a des notions en comptabilité que je n'ai pas, et du coup il va me faire économiser encore plus que ce que je vais lui payer. Donc c'est pour ça que moi je préfère toujours payer un professionnel pour optimiser notamment ma fiscalité, parce que moi je suis une bille en fiscalité, je préfère lui donner tous les documents et lui il gère et après il me dit simplement dans ta déclaration tu remplis telle case, tu mets tel chiffre, telle case, tu mets tel chiffre, tu fais ça et terminé. Et moi j'ai pas à me casser la tête et en plus c'est optimisé. Et ça c'est vraiment essentiel d'optimiser sa fiscalité, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui te permettra d'économiser de l'argent, pas forcément d'en gagner plus mais du moins d'économiser, de pas trop payer aux impôts parce qu'on en paye déjà assez comme ça et c'est vrai que si on peut optimiser un minimum ça peut être intéressant. Et si par exemple tu as envie de faire un achat-revente, je te conseille de te renseigner auprès de ton notaire du calcul de l'impôt sur la plus-value. Si tu es en résidence principale, tu n'en auras pas, mais si tu n'es pas en résidence principale, tu auras 34,5 grosso modo d'impôt sur la plus-value. Mais en plus tu pourras déduire certains travaux, pas tous les travaux, donc c'est pour ça. Je te conseille de vraiment te faire accompagner par un professionnel qui lui pourra vraiment optimiser tout ça et ce sera beaucoup plus qualitatif et tu auras beaucoup moins de problèmes avec ça. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que ce nouveau format aussi te plaît. Donc là comme tu le vois je fais des vidéos qui sont beaucoup plus longues, qui durent plus de 30 minutes, presque 40 minutes. Donc ça me demande beaucoup plus de travail. Si t'aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo, à la partager aussi aux personnes qui aimeraient se lancer dans leur premier investissement immobilier mais qui ont peur, qui savent pas trop quoi faire. Donc j'espère qu'elle pourra t'aider. Et si tu veux vraiment aller plus loin, si tu veux passer à un autre niveau en 2018, si tu veux devenir libre grâce à l'immobilier, j'ai fait un programme que pareil tu trouveras en description et c'est investisseur libre. En gros, je m'engage à ce que tu deviennes libre en 24 mois en passant à l'action massivement avec les bonnes stratégies, toutes les bonnes connaissances qu'il faut, toutes les optimisations à faire et en intégrant la communauté investisseurs libres qui s'agrandit tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux participants qui intègrent cette communauté et ça va commencer à vraiment devenir une communauté de ouf de toutes les villes de France. Donc tu peux trouver tes potentiels partenaires, potentiels amis, investisseurs dans cette communauté. Donc si tu es intéressé, il y a toujours une promotion qui est d'actualité et c'est dans la description que ça se passe. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!